Allez, je vous propose de démarrer ce webinaire. Comment valoriser vos données grâce à la plateforme Talend? Ce webinaire a pour objectif de vous montrer un petit peu l'aspect data quality de la plateforme Talend et comment intégrer vos business utilisateurs à la valorisation de vos données dans, dans vos projets de data intégration. Ce webinaire sera co-animé par Thomas. Je te laisse te présenter, Bonjour à Thomas. tous. Je m'appelle Thomas Billet, je suis ingénieur avant-vente chez Talend. Donc, j'ai le plaisir d'être aujourd'hui avec vous et d'accompagner Simon dans cette présentation et surtout cette démonstration. Et donc Simon Leroy, je suis responsable de l'offre talent chez Kerus, c'est-à-dire j'ai la responsabilité de l'ensemble de l'animation avec notre partenaire Talend et le bon déroulement de nos projets en interne et le bon suivi des différents projets autour de l'écosystème Talend. Donc on va démarrer et le planning qui va être notre time notre fil conducteur sur ce webinaire est une légère présentation rapide de nos deux structures, Kirus et Talon, et de la manière dont on a l'habitude de collaborer. On fera ensuite une présentation de la démonstration et on vous expliquera le cas d'usage qui sera déroulé lors de cette démonstration. Et on finira par une démonstration à quatre mains entre Thomas et moi-même sur l'utilisation de la plateforme. Thomas jouera le rôle du business utilisateur et de la personne qui apporte de l'intelligence à nos données. Je jouerai moi le rôle du data engineer et de la personne qui manipule la plateforme Talend. On finira cette session par une partie questions-réponses. Vous pouvez interagir avec nous sur la partie questions et chat de l'outil webinar. Et la toute fin de ce webinaire, vous verrez un petit sondage apparaître. J'espère que vous prendrez les quelques instants pour y répondre convenablement. Donc tout d'abord, une rapide présentation de qui nous sommes. La société Kirus fête ses 26 ans depuis quelques mois, fondée autour de la data. Aujourd'hui, un partenaire et une société mondiale reconnue autour de son expertise data. Un peu plus de 3000 collaborateurs présents dans 22 pays dans le monde, quasiment 300 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière. Un hyper spécialiste de la data au niveau mondial et de la transformation digitale, puisque Kirus, c'est de la data et du digital et du conseil autour de ces deux offres. Même si aujourd'hui nous sommes présents avec le partenaire et un de nos partenaires de cœur, Talon, nous avons un réseau de partenariats assez dense autour des problématiques de data et du digital. Vous pouvez nous retrouver sur des problématiques d'intégration de données, sur des problématiques de management de données, que ce soit de la master data ou de la gouvernance de données, sur l'aide au choix, on appelle ça de la data stratégie, de la mise en œuvre de plateformes dans le cloud. La plateforme Talent est un bon exemple puisque l'ensemble de la démo qui vous sera faite par la suite se fait complètement dans la version SaaS de Talend, la mise en place de dashboards autour de l'analytics et le raffinage de vos données avec tout ce qui est data science et intelligence artificielle. Talend a le plaisir d'avoir Kirus a le plaisir d'avoir un énorme centre de compétences autour des technologies Talend répartis sur nos différents sites en France, hein, que ce soit l'Île-de-France, le Centre-Est, le Grand Ouest ou le Sud-Est, l'ensemble de nos régions regorge de talent. Nous avons le plaisir de continuer ce partenariat avec le niveau Platinum, qui est le plus haut niveau de partenariat chez Talent. Et nous recommençons 2023 avec ce niveau de partenariat. Des accréditations Talent Cloud et Data Governance qui nous permettent de mettre en œuvre chez vous des projets sur l'ensemble de la stack technologie de Talent avec l'accréditation et le devoir de conseil que nous impose Talent. On revient actuellement, Thomas et moi, de l'événement annuel Talent qui a eu lieu à Nashville la semaine dernière, dans lequel Kyrus a eu le plaisir et l'honneur de recevoir une nouvelle fois le prix de partenaire de l'année sur la zone IMIA. C'est la troisième année consécutive. On a la grande satisfaction d'afficher ce prix. Donc c'est tout récent. C'est de mardi dernier, hein, Thomas. On a passé Absolument. un exceptionnel moment à Nashville ensemble. Et donc, la fierté d'afficher ce nouvel écusson de partenaire de l'année 2022. Plaisir partagé. Thomas, je vais te laisser la parole pour présenter rapidement la structure Talend.
Tout à fait. Donc, pour introduire Talend, je vais commencer avec un concept qu'on a conçu et dans lequel on croit fortement, qui est la data health, la santé des données. Et l'idée, c'est d'utiliser Talend pour, à partir des objectifs métiers, des objectifs commerciaux de votre entreprise, identifier les données qui sont au cœur de votre système pour pouvoir s'assurer que ces données soient non seulement identifiées, mais aussi de qualité, partagées dans l'entreprise et qu'elles soient de confiance pour l'ensemble des utilisateurs qui vont les manipuler. Si tu passes sur le slide d'après, Simon, on va avoir Ok. trois piliers forts pour soutenir ce message. Le premier, c'est la capacité de Talend à faire de la mesure préventive pour bien identifier, pour bien identifier et résoudre les problèmes avant qu'ils n'apparaissent et être capable de produire des indicateurs de qualité très facilement et très rapidement avec Talend. À partir de ces indicateurs de qualité, on va pouvoir mettre en place ensuite des traitements pertinents et efficaces, non seulement pour améliorer de manière systématique la qualité de vos données dans vos différents traitements, mais aussi réduire les risques à grande échelle avec des traitements soit en mode batch, soit en mode temps réel, qui vont faire de la qualité de données, améliorer la qualité de vos données et fiabiliser vos données dans le temps. Et tout cela, ça va permettre à vos utilisateurs, à vos collaborateurs de s'acculturer à la donnée, de s'approprier ces données et de les partager autant que faire se peut dans l'organisation ou en dehors de l'organisation, grâce encore à différents modules et à différentes fonctionnalités qui sont offertes par Talend. Globalement, sur le slide suivant, merci, Talend va être présent sur l'ensemble du cycle de vie de la donnée. Donc, vous connaissez très certainement, je pense, les fonctionnalités d'ETL de Talend, avec la phase de collecte, la phase de transformation, la phase de chargement, pour lesquelles on est reconnu depuis très longtemps sur le marché avec une palette de connecteurs très large. On a étayé au fil des années cette offre Talend avec de nouveaux modules, avec de nouvelles fonctionnalités autour de la gouvernance, autour du partage de la donnée, la capacité à créer des API, à APIser des jeux de données, la capacité à travailler sur la qualité de la donnée, non seulement sur des mesures préventives et sur du calcul d'indicateurs de qualité de données, mais aussi sur la résolution de problématiques de qualité de données. On le verra dans le cadre de la démonstration tout à l'heure, comment on peut embarquer des utilisateurs qui sont moins techniques, qui sont plus sachants sur le contenu des données dans l'écosystème Talend pour améliorer la qualité et l'usage des données au quotidien. Et ça, on va être capable de le faire dans des architectures et des paysages qui sont très hétérogènes, qui sont soit encore on-premise, qui commencent à être hybrides avec l'évolution et de plus en plus euh, l'appropriation des différents cloud providers chez nos clients, mais aussi dans des environnements multi-cloud. On ne va pas être forcément obligé de travailler sur du AWS ou sur du Azure ou sur du GCP. On va savoir se connecter à ces différents environnements cloud pour récupérer la donnée et la travailler, quelle que soit sa source, quel que soit son emplacement dans votre écosystème. Merci Thomas. On va vous présenter le scénario de cette démonstration qui se vaudra à quatre mains. Donc, bon, on est physiquement éloignés aujourd'hui, Thomas et moi, donc quelques petits switches d'écran que j'espère le plus fluide possible entre nous deux. Mais dans le cadre de cette démonstration, l'objectif, je représenterai la partie IT et l'ingénieur de données. Thomas représentera notre business utilisateur et Thomas vient de me demander un référentiel de client unique à destination d'un de ses partenaires. L'objectif étant de transmettre ce référentiel sous forme d'API potentiel à ce partenaire. Et donc pour ça, je dois récupérer des données issues de deux systèmes sources. Un, le site d'e-commerce de la structure qui s'appelle Shopify, et deux, notre système CRM, un legacy qui me permet de récupérer les clients en format CSV. Donc, dans un premier temps, et en tant qu'ingénieur, je vais simplement merger ces deux jeux de données dans une table référentielle client unique, la présenter à Thomas avec le sentiment du devoir accompli. Thomas va bien entendu qualifier ce jeu de données avec les outils Talend et en particulier Data Inventory. Donc
dont on va découvrir, et me remonter certains points de problématiques sur ce jeu de données. On va du coup, pour pallier à ces problématiques, et on verra qu'il y a un des systèmes sources a des soucis dans la qualité de ces données, ben, je vais mettre à disposition ce jeu de données à Thomas dans l'outil qui s'appelle Data Préparation, qui va lui permettre d'affiner, corriger, modifier ce jeu de données. Et je vais pouvoir récupérer l'intelligence de Thomas et la manipulation de Thomas dans mon flux industriel afin de corriger les problématiques qu'a rencontré Thomas et lui représenter une nouvelle version du jeu de données. Thomas identifiera cette fois des problématiques de doublons et me demandera de corriger ces problématiques de doublons. Et on verra du coup l'outil qui s'appelle Data Stewardship, qui est la console dans laquelle je vais, moi, identifier les problématiques de doublons, les présenter à Thomas pour qu'il apporte une intelligence humaine sur le traitement de ces doublons, qu'on pourra ensuite réintégrer dans ce référentiel de client. Normalement, si tout se passe bien, on aura un référentiel de clients propre et unifié. C'est l'objectif de cette démo. À l'issue de la validation par Thomas de la bonne cohérence et de la bonne complétude des données, nous pourrons les partager avec nos partenaires via l'activation d'API. On le verra de manière assez simple et automatique dans la suite Data Inventory. Donc l'ensemble de cette démo se veut avec une partie manipulation de données par moi-même, qui représente le data ingénieur, et de l'apport d'intelligence de la part de Thomas, qui représente du coup mon business utilisateur. Vous l'aurez compris, l'idée c'est vraiment de faire travailler à la fois des populations IT avec des populations plutôt métiers, en restant dans cet écosystème talent et en restant dans un écosystème qui va permettre à l'informatique de maîtriser les actions qui vont être faites par les utilisateurs qui sont sachants sur les données et qui veulent pouvoir non seulement voir leurs données, mais aussi interagir et corriger ces données. On va basculer. Vous allez voir Data Inventory dans cette démonstration. Data Inventory, c'est un module cloud qui permet non seulement de mesurer la qualité de données, mais aussi de partager une donnée au travers d'API. Donc les informations de qualité de données qui sont calculées en automatique dans Data Inventory sont récupérables via différentes API. Et vous pouvez construire des tableaux de bord à partir de ces API, à partir des informations qui sont calculées en automatique dans Data Inventory pour pouvoir mettre en place des dashboards de qualité de données très rapidement. Donc on l'a déjà fait pour quelques clients en France où l'idée était vraiment d'accéder à des indicateurs de qualité de données de manière très rapide et en limitant au maximum le développement. Et donc avec Data Inventory, on peut répondre à cette demande d'avoir rapidement et efficacement des indicateurs de qualité de données sur de la complétude, sur de la validité et être capable de suivre dans le temps l'évolution de ces indicateurs. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on va vous montrer en détail aujourd'hui dans la démonstration, mais sachez que les différents indicateurs de qualité que vous allez voir sont récupérables via des API et on peut tout à fait mettre en place quelques flux talent pour récupérer ces données et créer une data visualisation derrière avec un outil comme Tableau, comme Qlik, comme Power BI. Et au-delà des API pour ces KPI, ce qu'il faut savoir, c'est que l'ensemble des outils SaaS de Talent qu'on va vous montrer, la Management Console, Data Prep, Data Stewardship, sont accessibles et manipulables en API. Et donc, la quasi-totalité de la plateforme peut être intégrée à des chaînes d'intégration continue, à des scripts externes de manipulation et APIfiés, et avec des API très facilement utilisables et proprement documentés. Un petit teasing également qui nous a été affiché par Talend la semaine dernière lors de la présentation de la roadmap, c'est que, alors, pas l'ensemble des fonctionnalités de ces tableaux de bord qui sont du coup des tableaux de bord à façon afin de vraiment suivre la qualité attribut par attribut de chacune de mes bases de données, mais l'historisation et le suivi de la qualité de mes datasets, qui est la fonctionnalité principale de Data Inventory, sera affiché dans un dashboard dans Data Inventory qui arrive dans les prochaines releases.
Donc pour démarrer cette présentation et cette démonstration, je me connecte du coup à l'écosystème Talend, le portail Talend qui me permet d'accéder à l'ensemble des outils SaaS de Talend, dont la Management Console, qui est l'outil d'administration des différents flux et qui permet de potentiellement attribuer des droits ou non aux différents utilisateurs. J'ai donné via la Management Console, moi, IT, les droits à Thomas aux outils qu'il utilisera et la Management Console, typiquement, ne sera pas visible des outils de Thomas. Donc, ce que je vais faire maintenant ne peut pas être fait par Thomas. Donc, la première chose que je vais faire, c'est charger cette table unique de traitement à partir des sources. Donc, comme on a une heure limitée, je ne vais pas développer le traitement en live, mais je vais vous présenter ce qui a été fait. Ce qui a été fait, c'est un traitement, Talend, qui est donc une suite d'objets de manipulation de données qui va récupérer des données, je l'ai dit, dans mon site e-commerce Shopify à l'aide de, pardon, c'est l'inverse, le site e-commerce Shopify, c'est un fichier CSV qui est parsé et qui va être ingéré dans ma table référentielle unique. Donc, il n'y a pas d'intelligence particulière fait dessus. Hein. J'ai simplement pris le fichier, je vais le déposer. Et j'ai de l'autre côté mon CRM dans lequel je vais, sous forme d'API, c'est pareil, c'est un composant qui va lire les données, extraire de mon CRM, récupérer un JSON, c'est un format standard hiérarchique de manipulation de données très orienté web. Je vais donc extraire les données qui m'intéressent, qui sont les données clients de ce JSON, et pareil, venir ajouter les données à ma fameuse table des clients. Le TUnit est simplement un composant qu'on pourrait appeler un union en SQL ou un union all, puisqu'il ne fait pas de distinction et l'ensemble des éléments qui viennent des deux côtés. J'ai simplement rajouté un attribut dans mon jeu de données qui sera très utile à Thomas, qui explique d'où vient la donnée, est-ce qu'elle vient de mon legacy ou est-ce qu'elle vient de mon Shopify, de façon à potentiellement retrouver l'origine des sources de données. Donc, ce traitement a déjà été une première fois utilisé quelques minutes avant notre démo, simplement pour vous éviter les 15 secondes, les 15 secondes d'attente de chargement. Et, donc, je viens de merger ces données, de les fusionner et de les rendre à disposition de mon utilisateur. J'ai au préalable déclarer ces datasets dans Data Inventory pour que mon business utilisateur puisse directement voir ce dataset dans l'outil, le manipuler, le quantifier, le qualifier et me faire un retour. On va pouvoir basculer maintenant sur mon écran avec l'écran, donc toujours dans cette console Talend Cloud. Donc avec mon utilisateur, j'ai accès à moins de fonctionnalités que Simon. Et on va donc commencer avec Data Inventory, qui est l'endroit où Simon m'a donné accès à un certain nombre de datasets. Notamment, ici, on voit le dataset référentiel client qui est sur Snowflake, qui vient d'être alimenté par Simon, et les datasets sources qui ont permis la création de ce dataset. En cliquant sur le référentiel client, on va accéder donc à cette première page de Data Inventory qui va nous donner le Trust Score, donc l'indicateur de qualité calculé par Talend pour ce jeu de données, donc sur 5. Donc là, on a une note de 2,97 sur 5 avec différentes dimensions qui vont composer ce Trust Score. Les deux dimensions qui vont nous intéresser le plus pour le moment, ça va être la validité des données, donc savoir si les données qui sont contenues dans ce dataset sont en phase avec des formats, des listes de valeurs attendues. Donc on va pouvoir gérer un ensemble de types sémantiques pour chacune des données qu'on va manipuler. Et puis la complétude, est-ce que ma donnée est renseignée ou pas renseignée? Et donc on voit déjà ici, très rapidement, qu'on a quelques erreurs d'invalidité sur les données qui sont contenues dans ce dataset, et aussi des données qui sont vides. Donc ce n'est pas forcément des données qu'on va corriger dans la démonstration aujourd'hui, mais ça peut être également des axes d'amélioration sur la suite du cycle de vie de ce jeu de données. Ensuite, on va avoir d'autres cartouches qui vont nous permettre de décrire le dataset. Donc ici, je pourrais tout à fait ajouter une description sur mon dataset de référentiel client dans Snowflake.
construit à partir de blablabla, pour permettre à d'autres utilisateurs de la communauté de bien comprendre qu'est-ce qui compose ce dataset. On peut aussi y associer des attributs personnalisés. Donc là, on a un ensemble d'attributs qui sont déjà existants. On peut en créer de nouveaux. On peut mettre des tags sur le dataset pour dire ce dataset, par exemple, appartient à tel domaine, à telle entité de mon organisation. Et derrière, on va pouvoir partager ce dataset avec un ensemble d'utilisateurs de cette organisation uniquement. Et on va pouvoir également donner une note. Donc ici, une note individuelle. Moi, Thomas Bier, je vais donner une note à ce dataset. Est-ce que je me sens plus ou moins confiant avec ce dataset? Et cette note va influer également sur le trust score, donc sur l'une des dimensions de mon trust score, pour avoir une note meilleure au global en fonction de l'avis et du rating de chacun des utilisateurs qui vont manipuler ce dataset. On le fera peut-être à la fin, mais en haut à droite également, on va avoir la capacité de certifier ce dataset. Donc une fois qu'on a travaillé la qualité de la donnée, une fois qu'on a corrigé ce qui devait être corrigé, l'utilisateur qui est le propriétaire, par exemple, de ce dataset, va pouvoir dire je mets mon tampon sur ce dataset, je le certifie, j'ouvre le partage avec d'autres utilisateurs pour que tout le monde puisse l'utiliser. Si on continue dans Data Inventory, ici sur la gauche, on va pouvoir accéder à un échantillon de notre jeu de données. Donc là, on va pouvoir commencer à visualiser les données. Donc on va voir qu'on a des données qui viennent de Shopify, on va voir qu'on a des données qui viennent de notre legacy. Et très rapidement, on va pouvoir identifier quelles sont les erreurs, les incohérences de notre jeu de données qui méritent un traitement particulier et qui méritent d'être corrigées. Et ce qu'on va voir grâce à ces petites barres rouges, c'est que la plupart des erreurs qu'on va voir ici en haut de notre échantillon viennent de notre source Shopify. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller modifier cette source Shopify grâce au module de data préparation. Donc, je retourne sur l'ensemble de mes jeux de données dans Data Inventory. Et au niveau de mon jeu de données auquel Simon m'a donné accès, qui est Shopify, je vais pouvoir créer une préparation de données pour pouvoir non seulement visualiser ces erreurs, mais les corriger. Donc, on va créer une nouvelle préparation. On va partir de zéro. Donc là, on change de module. En haut à droite, vous voyez qu'on n'est plus dans Data Inventory, mais on est dans Data Préparation. Data Préparation, on va aller un petit peu plus loin dans la découverte et dans l'exploration du jeu de données. Et on va pouvoir, si je clique sur une colonne, avoir accès aux occurrences qui composent cette colonne, avoir accès aux patterns qui composent cette colonne. Donc là, par exemple, si on va sur une date, on va voir qu'on a des dates qui sont au format jour, mois, année et d'autres qui sont au format mois, jour, année. Si je vais sur ma ville, on va voir qu'on a des villes qui sont toutes en minuscules, d'autres qui sont toutes en majuscules, certaines qui sont avec une majuscule au début et des minuscules après. Donc, on va pouvoir, en fonction de ce profiling de la donnée, mettre en place les actions qu'on souhaite pour non seulement corriger, mais aussi standardiser la donnée. La première étape qu'on va faire, ça va être sur le code pays. Alors déjà, je vois que malheureusement, l'outil n'a pas identifié que le type sémantique de country était le bon. Il me l'a classifié en code aéroport. Donc je vais pouvoir le changer très facilement. Il a classifié en code aéroport parce qu'il avait 54,6% des enregistrements qui matchaient avec un code aéroport existant. Par contre, moi, je veux des codes pays au format ISO 2. Donc aujourd'hui, le pourcentage est moins bon que pour les codes aéroports, mais je préfère avoir ce format-là. Une fois que j'ai changé ce type sémantique, je vais pouvoir, ici en haut à droite, accéder à un certain nombre de fonctions pour corriger ma donnée. Avec une fonctionnalité de recherche, donc si je tape country, je vais avoir une fonction prédéfinie qui va me permettre de convertir mon code pays à partir d'un code pays ISO 3 pour le mettre au format code pays ISO 2. Donc là, je fais juste positionner ma souris sur le bouton Submit et on va voir au milieu de l'écran en vert les corrections qui vont être proposées par cette fonctionnalité. Donc les fonctionnalités, la correction n'est pas encore appliquée. C'est juste pour voir si ça correspond avec ce que j'attends et ce que je souhaite faire. Donc là, on transforme un USA en US. Ça me convient.
Donc, je peux cliquer sur Submit. Ce qui va se passer, comme tout à l'heure avec le changement de type sémantique, c'est que sur la gauche, ici, on va répertorier l'ensemble des actions de correction, de standardisation, de mise au format qui vont être faites par l'utilisateur. Et c'est cette recette de fonctionnalité, cette recette d'action qui va être réutilisée derrière par Simon dans un traitement talent pour appliquer ces modifications de manière massive et régulière dans mon jeu de données de Shopify. La dernière incohérence qu'on peut facilement corriger, c'est l'adresse email. On voit qu'on a un mail to deux points au début de l'adresse email. Donc là, de manière très simple et basique, je vais faire un search and replace et je vais remplacer mon mail to deux points par rien du tout pour supprimer ce préfixe dans mon contenu de ma colonne qui n'a pas lieu d'être. Encore une fois, sans avoir cliqué sur le bouton Submit, je vois les modifications qui sont faites pour être sûr qu'on va bien dans la bonne direction en termes de correction. Donc Thomas a l'interface en anglais, là sous vos yeux, mais parce que ses préférences utilisateurs sont avec une interface en anglais, l'interface existe également en français. La fonction s'appellerait rechercher et remplacer, mais voilà, c'est un peu petit aparté. Une des dernières fonctions que montre pas Thomas, mais qui est assez exceptionnelle sur l'outil de data préparation, c'est remplir par magie, qui est une fonctionnalité qui permet, avec un modèle de machine learning, d'apprendre de par l'exemple ce qui est attendu de Thomas. Là, les premières fonctionnalités qu'il a fait s'apparentent à une manipulation d'Excel. Hein. On retrouverait les mêmes fonctionnalités dans Excel, rechercher, remplacer, etc. Mais avec le remplir par magie, Talon va essayer de comprendre les choix de transformation que voudrait faire Thomas et en déduire une logique de renseignement. Donc, sur des chaînes de caractères, ça fonctionne de manière assez pertinente. Au bout de deux, trois exemples, le système arrive à comprendre de manière très cohérente ce qu'est capable de demander Thomas. Si au bout de deux, trois exemples, le système fait toujours des erreurs, ben on prend les valeurs pour lesquelles ça n'a pas fonctionné, on lui donne le résultat attendu et petit à petit, il va de suite afficher l'attendu. Et ce qu'il faut vraiment comprendre dans cet outil qui permet à Thomas de préparer les données, c'est que l'outil ne met pas à jour le système source. L'outil essaie de comprendre ce que Thomas souhaite faire sur le système source. Et donc va, au fur et à mesure, c'est ce que montrait Thomas sur la gauche de l'écran, enregistrer toutes les manipulations que Thomas souhaite faire sur ce système, apprendre des règles métiers de Thomas pour conserver ces règles-là. Ces règles vont être historisées, versionnées. On est capable vraiment d'avoir un fonctionnement de développement avec une historisation et du versionning de ces règles métiers. Mais l'objectif de l'outil est de comprendre ce que souhaite faire Thomas de ce dataset. Pour compléter sur la fonctionnalité, alors en anglais Magic Field, c'est vraiment de fonctionner par l'exemple. Donc là, je prends des exemples d'enregistrement de contenu dans mon dataset, par exemple Bacton, tout en minuscule, et je lui dis que cet enregistrement, je veux le remplacer par une majuscule au début. Pareil pour Torp, où là, on l'avait tout en majuscule. Donc tous les enregistrements qui vont correspondre à ce pattern seront remplacés par l'exemple que j'ai donné derrière. Donc encore une fois, si vous regardez les erreurs au niveau des villes en termes de formatage qu'on a ici, si je place ma souris sur le bouton Submit, on va corriger l'ensemble des enregistrements qui correspondent à tel ou tel pattern qu'on a identifié. Ça peut être utile pour du formatage de caractères comme ça. Ça peut aussi être utile pour du formatage de codification. Si on a des codifications qui sont pas tout le temps les mêmes et parfois incohérentes, on va pouvoir expliquer quelles sont les codifications, le type de pattern de codification qu'on a en entrée et quel est celui qu'on veut avoir en sortie. Donc, Donc voilà, à l'issue la de ces manipulations. préparation est maintenant faite. Je vais relaisser la main à Simon.
Donc, Je te remercie pour l'écran. ouais. Thomas, du coup, m'annonce que il a trouvé les règles pour pouvoir corriger les jeux de données en source. Et donc, j'ai modifié mon traitement dans lequel vous retrouvez la logique de je lis les données issues de mes deux jeux de données, je les fusionne et je les mets dans ma table, dans ma table de référentiel client. C'est la même logique que tout à l'heure, simplement vous voyez un nouveau composant qui est Data Prep Run. L'objectif de ce composant est d'appeler les règles métiers que vient d'implémenter Thomas. C'est-à-dire que à la lecture de mon fichier, de mon fichier, qui est le dataset que Thomas a manipulé, je vais non pas lire ce fichier tel quel, mais d'abord appliquer l'ensemble des règles de transformation que Thomas a renseignées dans DataPrep. Donc, à la volée, l'outil va aller interroger la base. Enfin, on a historisé les versions de façon à être sûr que Thomas fasse quelque chose qui est cohérente avec la démo. Donc, potentiellement, même si Thomas n'a pas fini toute la préparation, j'ai accédé à une version stabilisée, ce qui lui permet de continuer à travailler sur sa préparation et l'enrichir et potentiellement me dire demain, ça y est, j'ai fini la V2, applique la V2 de la préparation dans ton flux de données. Mais là, je vais appliquer en live, du coup, dans mon flux, les règles que Thomas a implémentées dans l'outil. Donc, hop, pour lancer le traitement, bah, je vais faire depuis la console d'administration, je vais démarrer ma tâche qui inclut le data prep. Je suis ici dans ma console d'administration qui montre que normalement et habituellement mon traitement fonctionne. Il a déjà été appelé pour vérifier que ça marchait hier. Donc ça dure quelques secondes. Dans ces quelques secondes, j'ai quand même pas mal d'interactions avec des API REST, un aller-retour avec le cloud pour Talend pour récupérer les règles de gestion. Le moteur d'exécution lors de ma démo est sur mon poste de travail, donc il fait office de moteur d'exécution Talend, et je remonte tout ça dans une base Snowflake. Donc en quelques secondes, l'ensemble est fait, et j'ai du coup cette fois rechargé mes données dans Data Inventory. Et je peux dire à Thomas, c'est bon, les manipulations que tu souhaitais sur le jeu de données Legacy ont été corrigées, et normalement, ton dataset n'a plus ces anomalies de données. Donc pour ça, je vais montrer le résultat dans Data Inventory. Mais dans Data Inventory, si nous rafraîchissons du coup, puisque Data Inventory conserve un sample, c'est-à-dire l'objectif de Data Inventory n'est pas d'analyser si vous avez un référentiel client de plusieurs millions de lignes, l'ensemble de ces millions de lignes pour en déterminer la qualité de données, mais va prendre un extrait de vos données, analyser sur un extrait de vos données. C'est en général très cohérent et le résultat est très cohérent. Donc je vais rafraîchir le jeu de données pour vérifier que le jeu de données mis à disposition de Thomas est cette fois-ci exempt de ces anomalies, de ces problématiques de qualité de données. Donc là, c'est pareil, Data Inventory se connecte à mon instance Snowflake, récupère un sample, l'exécute. On a dans la roadmap beaucoup de push-down SQL sur Snowflake, sur cette partie de qualité de données qui feront qu'on pourra se passer de récupérer le sample, de le rapatrier sur la plateforme Talend pour l'analyser sur la plateforme Talend. Dans le cas de Snowflake, on aura vraiment du push-down et c'est notre warehouse Snowflake qui travaillera dessus. Mais on voit bien à l'écran, le jeu de données s'est rafraîchi, que je n'ai plus ces valeurs en rouge. Donc j'ai bien les made to qui ont disparu, j'ai bien la ville qui est cohérente et correctement orthographiée, et mon code pays qui est cette fois-ci correct. Donc, Thomas a corrigé mes problématiques de qualité de données en appliquant ces règles métiers. En fouillant un petit peu plus ce jeu de données, je me rends compte que j'ai des doublons. Et donc, potentiellement, il y a des règles et des doublons à identifier, authentifier, pour faire non pas un simple référentiel de client, mais un référentiel de client unique. Donc, je vais cette fois-ci apporter encore un peu plus d'intelligence à mon traitement pour identifier des potentiels doublons et demander à Thomas de m'aider à corriger ces potentiels doublons. Donc, pour ça, j'ai... Oui.
Ouais, j'allais dire, ces règles de doublon, c'est pas forcément des choses qu'on va demander à un utilisateur métier de mettre en œuvre parce que ça va faire appel à une intelligence et à une complexité d'algorithmique qui est un petit peu qui est un peu supérieure. Donc, on va utiliser un composant qui existe dans le studio pour faire de la qualité de données et pour faire du dédoublonnage qui va nous permettre d'utiliser différents algorithmes de comparaison pour faire du matching flou, pour ne pas comparer des choses qui sont à 100% identiques et identifier ces doublons le plus précisément possible. Donc effectivement, et ça fait partie d'une des questions qui était dans le chat, hein. La- la- L'intelligence que je vais rajouter à mon traitement est une intelligence qui est apportée par le module de Data Quality de Talend. C'est une intelligence de déboulonnage. Donc on retrouve encore une fois ce même traitement, c'est-à-dire j'ai mon début qui est identique, hein, je récupère mes deux datasets, j'applique à mon Shopify l'intelligence qu'a apporté Thomas dans DataPrep toujours, hein, je fusionne tout ça. Et à l'issue de mon jeu de données fusionné, bah, je vais appliquer un composant qu'on appelle le match group. Le match group, c'est un composant de dédoublonnage qui, par des règles d'intelligence que je vais lui spécifier, va essayer de déterminer alors non pas forcément que les doublons, hein, je peux avoir des clients qui sont représentés 3 fois, 4 fois, 10 fois dans mon dataset, qu'ils soient en doublon dans un des applicatifs ou qu'ils soient en doublon dans les deux. L'objectif est que je n'ai plus que des clients uniques à la sortie. Donc, mon match group a un paramétrage assez simple pour la démonstration, c'est que je recherche avec un algorithme de phonétique les doublons potentiels en me basant sur les noms et prénoms de mes clients. C'est la règle basique qui a été implémentée dans notre cas. À l'issue de cette algorithmie, je sépare mes clients en deux catégories, ceux pour lesquels je suis certain, en appliquant mon algorithme, qu'ils soient uniques. Ceux-là, ils vont être positionnés directement dans mon référentiel client, et ceux pour lesquels j'ai un doute, parce qu'il y a potentiellement des doublons ou des regroupements plus importants de clients. Et ceux-là, bah, plutôt que les mettre dans mon référentiel client unique, je vais les rendre à disposition de Thomas dans une interface qui s'appelle Stewardship. Donc, il y a un composant qui est en amont, qui est simplement, avant de mettre mes nouveaux doublons, je vide la campagne pour être sûr qu'il n'ait à traiter que les doublons en cours. C'est un simple petit composant technique. Et donc, je vais exécuter ce traitement pour analyser l'ensemble de mes données et mettre à disposition de Thomas les clients qui ont été considérés comme doublons potentiels par l'algorithme italien. Et ça, c'est des choses qu'on faisait. Alors, moi, je l'avais fait personnellement de cette manière-là dans une autre vie, mais c'est souvent des choses qui se faisaient au travers de fichiers Excel où on génère un fichier Excel, on le déposait sur un SharePoint, on l'envoyait par email à un utilisateur ou à une population d'utilisateurs. On ne savait pas quand ça allait revenir, on ne savait pas sous quel format ça allait revenir, on ne savait pas si ça allait être complètement résolu ou pas. Avec l'interface de Data Stewardship que vous allez voir, ça nous permet de donner un cadre à tous ces échanges, un cadre à toutes ces corrections et ces modifications de données pour du dédoublonnage, mais aussi pour de la correction plus spécifique sur des points de données qui seraient à revoir par des utilisateurs. Et derrière, on a une piste d'audit aussi qui est fournie avec Data Stewardship pour être capable de dire quel enregistrement a été modifié, par quelle personne, quand, combien de temps un enregistrement est resté sans être corrigé et quels sont les utilisateurs qui vont traiter leurs tâches, leurs enregistrements avec erreur le plus rapidement dans l'organisation. Ce qui permet vraiment de suivre l'évolution de ces corrections dans le temps et au travers d'une population qui peut être, on le voit de plus en plus, hein, qui peut être assez conséquente. Ce n'est pas forcément une personne qui va faire tout ça. Donc il faut pouvoir distribuer ces corrections et suivre ces corrections dans le temps. Donc là, Thomas, je t'informe que l'IT a identifié des doublons potentiels et qu'il serait intéressant que tu puisses corriger. Et j'ai même reçu un email m'informant que de nouvelles tâches étaient prêtes à être traitées. En fait, puisque dans ton Donc, profil utilisateur, tu as demandé à ce que Talend t'avertisse de ceci. Donc, on a rebasculé sur mon écran, cette fois dans la console de Data Stewardship, avec cette campagne de dédoublonnage qui va nous permettre de revoir les doublons qui ont été identifiés par le traitement de Simon. Par défaut, et la manière dont Simon a développé son traitement,
les tâches ne sont pas, les enregistrements ne sont pas attribués à une personne en particulier. On peut, dans le traitement Talend, attribuer en automatique les tâches à une personne ou à une population de personnes, mais pour l'instant, la manière dont le traitement a été fait, encore une fois, ces tâches ne sont pas attribuées. Donc, ce que je vais commencer par faire, c'est m'attribuer. Alors, je pourrais m'attribuer toutes les tâches. Je vais m'en attribuer, on va dire, 2 pour l'instant, à moi-même, pour dire, bah voilà, ces 2 enregistrements-là, c'est dans mon périmètre d'action, je vais savoir les résoudre, donc je les prends, je me les assigne moi-même. Soit c'est quelque chose que les utilisateurs vont faire en autonomie, soit c'est quelque chose qu'un data steward, un manager va faire pour dire, bah, par exemple, toutes les tâches qu'on a ici sur l'Angleterre, eh bien, on va les assigner à telle ou telle personne et pas telle autre personne ou tel autre groupe de personnes. Encore une fois, c'est des choses qu'on peut faire en automatique, c'est des choses qui peuvent être faites manuellement dans le système. Une fois que ces 2 tâches m'ont été assignées, je vais rebasculer ici en haut à droite sur les tâches qui me sont assignées à moi-même. On va pouvoir accéder aux doublons qui ont été identifiés, aux doublons plus ou moins conséquents en termes de nombre d'enregistrements qui ont été identifiés, et aussi et surtout au golden record qu'on va vouloir créer. Donc là, Simon, dans son traitement, a proposé un golden record par défaut que je vais pouvoir venir corriger si je le souhaite. Ici, sur la ville, par exemple, je vais pouvoir, avec la petite flèche, venir sélectionner la ville qui m'intéresse en fonction des différents enregistrements qu'on va avoir identifiés. Une fois que les modifications sont faites, on va pouvoir venir verrouiller la tâche. Là, je ne peux pas verrouiller la tâche parce que j'ai un champ qui est obligatoire, qui est manquant, le first name. Donc peut-être que je connais cet enregistrement, je vais pouvoir renseigner la valeur qui manque. J'ai renseigné la valeur qui manque, je vais pouvoir verrouiller mon enregistrement, ma tâche, je vais dire, voilà, ce doublon, je l'ai traité, je suis d'accord j'ai décidé de comment je voulais construire mon enregistrement de référence, je verrouille ma tâche. Sur le deuxième enregistrement, on voit encore une fois qu'on a un last name qui est orthographié de manière un petit peu différente. On va pouvoir dire, bah non, moi je veux avoir le last name tout le temps en majuscule. Donc, je viens sélectionner l'enregistrement qui est tout le temps en majuscule, qui vient cette fois de mon legacy. Par contre, pour les autres informations, je vais conserver mon Shopify. Pareil, j'ai un email qui est manquant. Ici, je vais pouvoir renseigner mon email qui est manquant avec la valeur que je connais. Et derrière, venir valider ma tâche. Donc là, les 2 enregistrements que je devais revoir ont été revus. Je les ai verrouillés. Je peux valider ici en haut à droite le fait que j'ai fait mon travail, j'ai corrigé mes enregistrements. Donc cette fois, les enregistrements disparaissent de mon environnement Data Stewardship. Ils sont dans un état qui va permettre à un traitement Talend qu'a développé Simon de les récupérer pour appliquer ces actions de dédoublonnage dans le ou dans les systèmes, appliquer la logique de dédoublonnage en rattachant des commandes, en rattachant des historiques de tickets, par exemple, dans les différents systèmes qui peuvent être impactés par cette fusion de clients. Effectivement, je vais en prendre la main. J'ai fait une version simplifiée de cet algorithme, c'est-à-dire que je me contente de relire avec un composant qui récupère depuis Stewardship les clients que vient de corriger Thomas. J'aurais pu apporter de l'algorithmie et modifier les clients dans le système source pour éviter qu'à la prochaine exécution, j'aurais identifié les mêmes doublons. C'est-à-dire je corrige à la source les problématiques de qualité de données et du coup, j'augmente la qualité de données de mes systèmes. Ici, on se contente de sauvegarder dans mon référentiel de clients uniques les clients une fois qu'ils ont été dédoublonnés. J'ai un deuxième composant qui met simplement à jour Stewardship pour lui dire que c'est bon, j'ai récupéré ces clients, j'ai mis à jour dans les systèmes et je n'aurai plus besoin de les traiter si j'interviens une nouvelle fois. Donc je vais exécuter ce traitement.
même manière. Et on va pouvoir vérifier dans Data Inventory que mon dataset est de qualité. Et derrière, faire la dernière manipulation, qui, après le feu vert de Thomas, est mon dataset est propre et cohérent avec ce que je souhaitais. Rends-le à disposition de mes partenaires et rends ce dataset à disposition de mes partenaires. L'idée de ce découplage, c'est non seulement de pouvoir appliquer une logique qui peut être complexe dans les différents systèmes en termes de correction, mais aussi, encore une fois, pour permettre à l'informatique de maîtriser le moment où les corrections sont faites dans les systèmes qui peuvent être des systèmes, bien entendu, de production. Donc, on n'a pas forcément envie qu'une fusion de clients se fasse à 14h30 un vendredi après-midi, le jour des soldes. Donc, du coup, l'IT maîtrise à quel moment, et en accord avec le métier, bien entendu, mais à quel moment ces modifications, qui peuvent être, là, on a un exemple avec 2 enregistrements, mais si on a une population de 200 data stewards qui traitent chacun une dizaine ou une centaine de cas par jour, ça peut vite faire du volume et impacter les performances du système de production. Donc là, l'IT maîtrise à quel moment ces données sont corrigées. Donc, toujours pareil, dans Data Inventory, je regarde mon dataset, je pourrais réactualiser mon jeu de données pour vérifier la cohérence de ce jeu de données, mais on va imaginer que Thomas l'a fait et m'a dit c'est bon, je suis satisfait de ce jeu de données, tu peux activer le partage de mon référentiel client à notre partenaire. Et donc là, c'est une nouveauté qui a bientôt 1 an, hein, Thomas, chez Talend, la capacité à Data Inventory de présenter les datasets qui sont configurés dans Data Inventory sous forme d'API en respectant un standard qui s'appelle le OData, va nous permettre de dire je veux mettre à disposition ce dataset auprès de mes partenaires. Donc, je change d'environnement d'exécution, puisque là, l'objectif est de le partager à des partenaires externes. Donc, si je partage une API sur mon poste de travail, je vais avoir un peu de réseau à faire, un petit peu d'ingénierie technique. Donc, je vais utiliser une autre capacité de la plateforme Talend Cloud. C'est le moteur d'exécution en mode SaaS chez Talend. Et donc, je vais déployer cette API sur le moteur SaaS de Talend. Il y a un petit peu de sécurité derrière. Elle n'est pas ouverte à tout le monde, mais il y a besoin de s'identifier dessus. Mais ça me permet de manière très très simple, simplement en cliquant ici sur le bouton Activer l'API, de générer une API OData qui du coup va être mise à disposition des partenaires à qui je fournirai l'URL d'accès à cette API. Et bien sûr, j'ai ici mis un petit peu de sécurité en préalable et en paramétrage pour éviter de rendre cette API publique. Sur la partie moteur d'exécution, ça peut être un moteur d'exécution qui est chez vous, bien entendu, que vous gérez et que vous managez, et qui répond aux différents standards de sécurité que vous avez dans vos écosystèmes. Donc simplement pour tester cette API, je vais profiter des capacités de la plateforme Talend. Avant de donner le go à Thomas de dire c'est bon, l'API est dispo et comment accéder à son partenaire, je vais simplement dans API Tester. Je n'aurais pas dû me connecter depuis l'étranger hier. Mais dans API Tester, j'ai donc préparé un cas de test qui est tester mon API, qui va me permettre de vérifier. Hop là, tout est vert. De vérifier ici, j'ai bien été appelé que mon référentiel client unique était disponible directement, simplement en cliquant sur le bouton activer. Talend m'a transmis ce protocole OData, qui a la particularité de pouvoir filtrer sur les colonnes, les classer, prendre que les 10 premiers. Ici, ma requête me prend que les 10 premiers, filtrer avec une closeware. On a derrière le protocole OData une grande variété d'appels possibles. J'ai aussi la possibilité de le demander en XML avec simplement une mise à jour des headers.
on a derrière cette API une grande facilité. Donc pas d'intelligence particulière derrière cette API, elle se contente d'exposer le jeu de données, de le requêter. On aurait pu construire une API beaucoup plus intelligente en utilisant les capacités ESD de Talend et module API Services. Et dans ce cas-là, si l'objectif est de simplement exposer mon référentiel client unique, une simple case à cocher, et la plateforme opère par magie. On arrive au bout de cette démonstration et à l'aspect question-réponse potentielle, même si avec Thomas, on était, je crois, assez réactif dans les questions et répondu aux questions qui étaient posées dans le chat. S'il vous reste des questions, n'hésitez pas à les poser. Vous avez un petit sondage qui va apparaître dans l'aspect sondage. Prenez quelques minutes pour répondre à ce sondage. Le composant data prep run est inclus dans toutes les licences, pour moi, Talent Cloud, en fait. Puisque dans les packaging Talent Cloud, vous avez deux licences qui permettent d'accéder à l'outil online data prep. Et donc, si je ne me trompe pas, Thomas, on doit les avoir. Oui, alors le composant T Data Prep Run, il va être inclus effectivement dans tous les niveaux de licence. Je vérifie juste s'il ne faut pas avoir quand même une data management pour avoir la qualité de données. C'est le seul petit doute que je peux avoir. Parce que la qualité de données apparaît à partir de la data management, donc c'est bien ça. À partir de la licence Data Management Platform, vous aurez le composant T Data Prep Run, comme tous les autres composants de Data Quality finalement. Et pas uniquement en cloud, Simon. On peut avoir l'outil Tout à fait. Data Prep et Data Steward qui sont installés aussi on-premise. Ou alors, si vous avez une licence Talent Cloud, les installer en mode hybride également. Donc, installer chez vous les composants Data Prep, les modules Data Prep et Data Steward Chip, mais interagir avec ces modules depuis votre console Talent Cloud. Et ensuite, On le voit bien là. La configuration du composant en tant que tel dans le studio, elle va se faire avec une authentification grâce à un token Talent Cloud pour aller se connecter à Talent Cloud et ensuite récupérer l'ensemble des préparations qui ont été faites par les utilisateurs. Et ça va fonctionner de la même manière avec la partie T-Stewardship Run. Alors qui ne s'appelle pas tout à fait T-Stewardship Run, mais la logique est la même. Donc ces deux composants dans le studio, T-Data Prep et T-Data Stewardship, vont pointer vers votre Talent Cloud, votre tenant Talent Cloud. Là, on va pouvoir récupérer l'ensemble des recettes faites pour data préparation ou des données à envoyer ou à récupérer dans Data Stewardship. Comme le précisait Thomas, l'outil est soit disponible en mode SaaS chez Talend, soit avec un setup peut être installé en mode on-prem ou sur une de vos VM managées chez votre cloud provider préféré.